en tant qu'au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel ou personne atypique, quelles sont les 11 manières de saboter inconsciemment le succès? C'est-à-dire, quelles sont les 11 stratégies de votre part suradaptées pour vous dévier de votre mission de vie, pour vous dévier de votre puissance avec les plus beaux arguments du monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, votre part suradaptée va vous faire croire que cette déviation est juste. Alors avant d'y aller ensemble, sachez que c'est l'extrait d'un podcast sur la peur de réussir chez le haut potentiel, où on va beaucoup plus en profondeur sur les causes de ces stratégies de sabotage. Donc je vous invite vraiment à explorer cet épisode pour donner une dimension supplémentaire à cette vidéo. Alors premièrement, et je commence par le point le plus central, il y a le sabotage par le laisser-faire. Par exemple, après une prise de poste, on travaille, mais on ne recadre pas les premières prises de pouvoir, on laisse filer, on se dit que c'est pas la peine de recadrer, vous laissez faire. Et comme par hasard, dans votre vie, surtout si vous êtes au seuil du succès, il y a tout un ensemble d'événements qui arrivent, il y a la rentrée, puis après il y a autre chose, puis après il y a un élément d'actualité géopolitique, et tout ça vous prend tout le temps que vous pourriez avoir pour vous poser, réfléchir, vous connecter à votre intériorité. Et vous allez rationaliser tout cela en disant que c'est une question d'équilibre, que vous avez l'intuition que l'énergie pour votre succès, il faut la mettre plus tard. Et vous êtes au potentiel, vous allez trouver avec le mental les plus belles justifications et inventer les plus belles fausses émotions pour dire que c'est pas le moment juste, pas tout de suite, pas maintenant. Au niveau de l'économie psychique, ça permet de rester dans une éternelle zone de promesse. D'un côté, vous réussissez dans l'imaginaire et vous équilibrez cette réussite imaginaire avec la satisfaction de vos obligations au présent. Voilà, les comptes sont équilibrés. Alors évidemment, cette économie psychique doit éviter toute expansion de conscience. Pourquoi ? Parce que si vous venez à prendre conscience que le temps n'existe pas, que le passé, le présent et le futur dansent ensemble, alors vous découvrez que remettre à plus tard, c'est en fait remettre à jamais. Et là, l'algorithme ne fonctionne plus. Donc pour faire fonctionner cette manière de saboter le succès, que j'ai appelé laisser faire, il faut que vous n'ayez pas le temps de penser. Deuxièmement, on a le sabotage par la procrastination noble. Le mécanisme, ça va être une idéalisation de votre projet qui vous tient à cœur, ça va vous paralyser et vous allez justifier ça par de la morale. Ce projet est bien trop important pour le faire avec des imprécisions. Alors le bénéfice psychique, ça va être de rester dans la zone de promesse, là encore, plutôt que dans le risque de la déception. Troisième manière de fuir le succès, le sabotage par le retour des relations toxiques. C'est une autre forme de procrastination. Que ce soit perdre votre temps sur des forums de discussion, à convaincre des personnes pour qui vous ne serez jamais assez légitime, ou vous investir dans des associations avec du conflit, ou de sauver votre famille alors qu'elle n'a pas demandé, avec le fameux argument de « il faut bien que quelqu'un le fasse », ou que ce soit en tombant amoureuse ou amoureux d'une personne qui va vous rejeter et qui vous prend tout votre temps, tout ça, ça va vous permettre d'éviter de vous investir dans votre mission de vie, d'éviter de réussir. Et ces relations de différentes natures, de différents niveaux de toxicité sont comme des pilules bleues dans Matrix. Elles apportent une forme de kiff, des endorphines. Vous vous faites croire que la vie c'est comme ça, que c'est l'expérience, que c'est le karma, mais c'est sans profondeur. C'est une manière de rester dans l'excitation, dans la stimulation, tout en évitant la rencontre avec vous-même. Là, encore une fois, dans le cadre du coaching professionnel, c'est l'expansion de conscience qui permet de s'émanciper de ce type de sabotage. C'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur, se relier à votre mission de vie. C'est quoi qui compte vraiment ? C'est quoi que je vibre au fond de moi vraiment et qui est dans le futur ? Et ça va permettre à votre inconscient de comprendre que vous pouvez être une personne bien dans la vie, qui se sent complète, qui se sent alignée et tout autant stimulée intellectuellement, mais différemment. Quatrième technique de sabotage, l'auto-épuisement. Là on change de registre, vous avez la fuite de la réussite par l'auto-épuisement anticipé. Le mécanisme, ça va être de surinvestir,
de perfectionner, de se surengager, puis de s'effondrer juste avant la phase de reconnaissance. C'est tout à fait récurrent chez les coachs, les thérapeutes, les artistes, les chercheurs au potentiel qui travaillent jusqu'à la dernière minute et ratent l'opportunité de présenter convenablement ce qu'ils ont fait. Il y a des personnes qui disent souvent dans les témoignages « Je veux que ce soit parfait et au final, j'abandonne parce que j'en ai marre ». Le bénéfice inconscient, c'est contrôler le moment de l'échec. Il vient de moi, pas des autres. Au moins j'ai le contrôle là-dessus. Et donc j'ai une continuité psychique, j'ai un équilibre. Cinquièmement, le sabotage par autodiagnostic paralysant. Le mécanisme qui est très fréquent, c'est de se suranalyser jusqu'à neutraliser tout élan. On fait du méta, de méta, de méta en permanence. On étudie tout en même temps. Pour le coup, vous faites partie des personnes, dans ce cas-là, qui vont étudier la psychanalyse, qui vont étudier Jung, qui vont connaître par cœur toutes les approches thérapeutiques, qui vont s'auto-analyser en permanence pour ne jamais agir. On est bien sûr dans une intellectualisation défensive, c'est le mental qui prend le contrôle pour éviter d'être vulnérable face à l'expérience du succès. On a la fuite de la carrière qui vient d'un événement apparemment extérieur. Souvent, vous êtes au seuil du succès et comme par hasard, il y a une urgence familiale. Et là, vraiment, pour des raisons de force majeure, et vous sentez très bien en vous que c'est comme un renoncement interne qui vient de l'extérieur, que c'est comme un test de l'univers. Mais là, comme ça vient de l'extérieur, l'inconscient a un argument imparable pour justifier une fuite de la réussite, une remise de cette réussite à plus tard. Septième technique de fuite du succès, on a le sabotage par l'auto-dévalorisation stratégique. C'est-à-dire, ça vous arrive souvent, vous avez un discours auto-ironique, faussement authentique, qui va minimiser votre succès pour neutraliser la jalousie ou les attentes. Ça va être « Oh tu sais, j'ai eu de la chance, c'est pas grand-chose, c'est grâce à l'équipe, c'est pas grâce à moi ». Ça va être un manque d'assertivité stratégique, avec des justifications comme « je veux montrer que je suis dans l'humilité » ou alors des croyances du type « une personne vraiment brillante, elle n'a pas besoin de se montrer, on la découvre ». Alors ça permet de faire face à l'angoisse de désaffiliation. On va préserver le lien social en restant modeste. J'ai noté aussi une manière plus large de se dévaloriser stratégiquement. Et on peut le voir chez la personnalité politique, chez la personne dirigeante, chez l'indépendant aussi. C'est que sur les réseaux sociaux ou en public, vous allez rester dans une forme d'expertise incompréhensible au nom du perfectionnisme, au nom de la qualité, pour éviter de trouver votre public. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout de votre visibilité. Vous allez subtilement la saboter. Huitièmement, on va avoir le sabotage par déviation de l'objectif. C'est-à-dire que dès que la réussite se profile, la personne va changer d'objectif ou relance un autre projet. Le succès n'est jamais posé, intégré. C'est-à-dire qu'on va aller vers un succès, on va aller vers la possibilité de ce plaisir infini, mais pour équilibrer, on va le rendre seulement potentiel. Ça permet de garder une stimulation permanente, surtout pour cette personne au potentiel qui a tant besoin de stimulation, mais sans jamais dépasser cette stimulation pour risquer de découvrir autre chose. Alors, très fréquent aussi dans les milieux du développement personnel, on a aussi le sabotage du succès par le changement philosophique ou la prétendue élévation spirituelle. Au seuil du succès qui pourtant était juste, comme par hasard, il y a ce que vous appelez un éveil qui vous fait changer de voie, qui vous fait partir ailleurs. Et ça rentre parfaitement dans le cadre du fantasme de l'éveil de notre époque. Et là, c'est très intelligent, c'est-à-dire que vous faites semblant de tout changer, de changer de contact, d'envoyer tout balader, de changer de pays, alors qu'au fond, rien n'a changé. Vous êtes toujours dans la fuite de vous-même. Il y a de véritables éveils, bien sûr, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Dixièmement, on a le sabotage par inversion de légitimité. On a la fuite de la réussite par prétendue raison morale. C'est-à-dire que vous vous dites au niveau existentiel,
Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai tout ce succès? Pourquoi c'est tombé sur moi dans cette vie-là? Il y a un vertige existentiel dans ce succès, dans cette expansion intuitive que l'économie psychique va chercher à compenser. Alors du coup, on va refuser une promotion en invoquant la solidarité. Je veux pas prendre la place de ce collègue. Ou alors c'est des entrepreneurs ou indépendants qui oublient de facturer, ou alors qui sous-tarifient leurs services. En faisant ça, on va apaiser la peur d'être coupé du clan, de trahir son groupe d'origine. Et ça fait souvent écho à des loyautés inconscientes transgénérationnelles. On ne dépasse pas la lignée. Et le paradoxe, comme toutes les techniques de sabotage inconscientes, c'est que le résultat va être l'inverse de ce qui est espéré. Parce que quand on fuit sa puissance, quand on fuit sa place, et qu'on la donne à quelqu'un d'autre, symboliquement on jette le déshonneur sur cette personne en la sauvant, et évidemment ça crée, c'est très fréquent, des jeux psychologiques avec énormément d'agressivité et de conflit. Dernière manière de fuir le succès, je suis bien sûr pas exhaustif, c'est le sabotage de la réussite elle-même. Le succès va se faire, en tout cas un premier succès, puis il y a un sentiment de vide, de dépression, on se sent déraciné, et on va immédiatement chercher une difficulté pour équilibrer l'équation, alors qu'on était justement sur le point de changer. C'est typiquement le créateur qui va détruire son œuvre en dernière minute, alors qu'elle était magnifique. Cet échec, ce sabotage, devient rassurant, parce que ça rétablit le manque à être de Lacan. On était sur le point de prendre le risque d'être une personne complète. Si je réussis, je n'aurai plus d'excuses pour être une personne malheureuse. Et alors, qu'est-ce qu'il resterait de moi? Je vous donne en bonus une fuite du succès qui est très connue. C'est ce que j'appellerais le surinvestissement désaligné dans la réussite. En étant déconnecté de son corps, de ses émotions, on va envoyer balader tout l'entourage, on va envoyer balader sa vie, on va souvent aller voir des gourous du développement personnel pour précipiter une réussite qui est elle-même pas alignée. C'est une manière, encore une fois, très d'aujourd'hui et très subtile d'éviter le véritable succès profond qui vous permettrait cette rencontre avec vous-même. Ça se voit quand il y a une précipitation, ce qui implique qu'on est encore enfermé dans l'illusion du temps. On se donne de gros objectifs qu'on veut atteindre tout de suite, et des objectifs qu'on n'a pas pris le temps de vérifier, qui ne sont pas faisables et qui ne sont même pas souhaitables. Alors si on débriefe ensemble ces techniques de sabotage inconsciente, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien sûr, quand il y a sabotage inconscient, vous allez associer plusieurs de ces techniques avec différents niveaux d'intensité. Là, c'est pour des raisons pédagogiques, bien sûr, que j'ai séparé ces techniques de sabotage. Ce qu'on voit de commun dans ces techniques de sabotage, c'est la difficulté de sortir de cet état d'hypnose qui est induit par le faux self, par la part suradaptée. C'est comme quand on est en train de regarder des vidéos sur le téléphone, sans aucun objectif précis. Il y a une production d'endorphines, il y a souvent de l'agressivité dans ces vidéos, c'est ça qui attire, c'est ça qui fait regarder la prochaine vidéo. On a perdu tout objectif, on a perdu toute notion de quelle est ma mission de vie. On est dans cet état désaligné, bancal, en mode suradapté, sur la défensive, et en même temps c'est une zone de confort. Ça permet de ne pas sortir du clan, ça permet d'éviter l'angoisse de désaffiliation. Et ce qu'on va travailler ensemble, c'est apprendre ou réapprendre à penser avec votre cerveau intuitif. Là, je parle de l'expansion de conscience. Pour vous rappeler qui vous êtes, votre mission de vie au sens symbolique du terme, aller au-dessus de cette part suradaptée, que vous pouvez travailler par ailleurs en thérapie, bien sûr, mais la regarder du dessus, c'est là, c'est en conscience. Je sais que c'est pas la réalité, que c'est juste un algorithme, un réflexe de défense. Que ce n'est pas moi, cette part suradaptée. Et cette part suradaptée, elle est très très efficace, elle vous a permis de survivre, c'est simplement qu'elle n'a pas les bonnes données en entrée. Et c'est tout ce dont on parle dans cet épisode que je vous invite à écouter. Un élément simple que je vous propose de retenir en synthèse, c'est que ces techniques de sabotage vous donnent les plus belles justifications. Il est intéressant de se dire, si je me relie à ce qui compte pour moi le plus dans la vie, est-ce que c'est pertinent?
Évidemment, je vous connais, beaucoup vont me dire « Mais Mathieu, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. » Et c'est complètement ok, c'est même bon signe. Vous enfermez pas votre futur dans une petite case. Quand je parle de mission de vie, ça peut être des couleurs, ça peut être des émotions, ça peut être certains sentiments, certains ressentis. Et chaque personne, même concernée par le haut potentiel, a sa vibration bien particulière. Et c'est intéressant de pouvoir se poser la question, parce que parfois c'est subtil. Est-ce que c'est du faux self ou du vrai self? C'est tout ce qu'on travaille en séance en fait, de faire des distinctions fines. Est-ce que là, la décision que je m'apprête à prendre, est-ce que c'est aligné avec cette vibration intérieure ou est-ce que je suis pas encore en train de me mentir, en train d'agir sur le coup de l'émotion? Une autre question à se poser, c'est est-ce que il y a eu régulation émotionnelle avant d'agir, avant de décider? Je vous invite à explorer mon podcast et à explorer ma chaîne. Il y a plein de choses et je vous dis à bientôt.